Je suis de retour. Après 24 heures à lutter contre un virus qui a failli me transformer en statistique, je sors enfin du lit. Alors désolé pour le silence radio, mais quand ton seul objectif de la journée c'est de survivre à ta propre fièvre, le S&P 500 devient soudainement très secondaire. Mais rassurez-vous, je suis de retour et apparemment le marché m'a pas attendu pour faire n'importe quoi. Enfin, un petit n'importe quoi parce que c'était quand même vachement calme. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 11 février 2026. Bienvenue dans l'Apocalypse. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Pendant que j'étais à HS, le Dow Jones s'est senti pousser des ailes. Troisième record d'affilée, confortablement installé au-dessus des 50 000 points. C'est beau, c'est psychologique, mais calmons-nous quand même parce que le Dow Jones, c'est 30 titres. Ça reste le club VIP et pas la vraie vie de l'économie américaine. Ce qu'on surveille, le vrai juge de paix, c'est le S&P 500. Et lui, il bute toujours contre le mur des 7000, si on peut appeler ça comme ça. Et tant que ce plafond de verre ne saute pas, on fait du surplace et on patine dans la semoule. Alors côté publication, c'était pas la journée la plus excitante de l'année. Hier, TSMC nous a dit que l'avenir était rose, blablabla. On connaît l'histoire dans les semi-conducteurs. Merci l'intelligence artificielle et la mémoire. Deutsche Bank voit Micron à $500, du coup, un grand classique. Ford sort une guidance solide, mais des résultats en dessous des attentes, résultats zéro variation sur le titre. Et Coca, eux, ils pleurent sur une sombre taxe sur le sucre au Mexique. Résultat, ça déçoit un peu, mais bon, c'est Coca, c'est du Warren Buffett, on ne regarde pas le prix, on regarde juste les dividendes, et on garde ça pour toujours, comme d'habitude. Mais le vrai truc de dingue, c'est la santé mentale du S&P 500. Enfin, je dis de dingue, c'est ce qui me choque le plus ce matin. En moins d'une semaine, l'indice a quand même réussi l'exploit de passer de suracheté à survendu pour revenir à surachat. Un aller-retour complet en 5 jours. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de la finance. Enfin, depuis qu'on a inventé le concept du survendu et du suracheté. C'est un sprint émotionnel que même un trader sous produit illégal n'arriverait pas à suivre. Le marché est nerveux, il est coincé dans un range de plus en plus étroit et il cherche désespérément son guide et la direction dans laquelle il va sortir. Depuis début février, les valeurs du software, vous vous souvenez, se sont fait démolir, mettant le marché sous une énorme pression. Et en 3 séances, l'indice a plongé en zone survendue pour repartir direct comme si de rien n'était. Résultat, le plus gros rebond sur 2 jours depuis novembre. On est passé de la panique à l'euphorie en un claquement de doigts. Je veux dire, c'est épuisant, mais c'est surtout un signe que le marché est devenu bipolaire. Ça fait 3 mois qu'on joue au yo-yo autour, en dessous de ces fameux 7000 points. C'est devenu un plafond psychologique en béton armé. Et à chaque fois que ça baisse, malgré tout, on voit la même réaction pavlovienne. Oui, vous connaissez le buy de dip. Les investisseurs se jettent sur tout ce qui bouge, persuadés que chaque correction est une promo de fin de saison. Le problème, c'est que quand tout le monde achète la baisse sans réfléchir, le marché finit par perdre sa boussole. Regardez la séance d'hier, Nasdaq sous pression, S&P en retrait, mais le Dow Jones qui signe encore un record. On avance clairement en ordre dispersé. Et alors là, sortez vos carnets de notes, prenez des notes d'ailleurs, parce que l'histoire nous murmure quand même un truc à l'oreille quand le Dow Jones mène la danse en fin de cycle haussier, alors que les autres indices tirent la longue, ça sent rarement super bon. Empiriquement, c'est même carrément le moment où l'argent, enfin les investisseurs deviennent prudents. On se réfugie donc dans les grosses valeurs un peu plus tranquilles, les défensives, pendant que les moteurs de la spéculation commencent à s'essouffler. Alors bien sûr, loin de moi l'idée de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais ce schéma, on l'a déjà vu. C'était en l'an 2000, juste avant que la musique ne s'arrête de jouer. Le Dow Jones tenait bon, ça donnait l'illusion que tout allait bien, alors qu'en même temps, en coulisses, le mouvement haussier était en train de se vider de sa substance. Aujourd'hui, la signature est identique, c'est la même chose, on peut comparer les deux choses, même si on dira toujours que cette fois c'est différent. Pour l'instant, le Dow superforme parce que le reste du marché est fatigué. C'est pas la preuve qu'on va s'écraser demain, assurez-vous, mais c'est le signal typique que le réservoir du bull market est en train de passer sur la réserve. En résumé, quand le Dow Jones devient le héros, c'est pas forcément un signe de force,
c'est parfois juste le générique de fin qui commence à défiler tout doucement en bas de l'écran. Alors il faut quand même rester vigilant, on va garder un œil sur les 7000 et on ne se laisse pas endormir par les records de façade. Mais si on casse les 7000, forcément, il faudra quand même suivre le mouvement. Et si le marché aujourd'hui est d'un calme olympien depuis le début de la semaine, ne vous y trompez pas, c'est le calme avant la tempête. Tout le monde retient son souffle en attendant les chiffres de l'emploi qui tombent cet après-midi. Oui, en décalé à cause du mini shutdown. Oui, les NFP qui vont enfin finalement sortir au bon vouloir du BLS. Mais franchement, quand on regarde les indicateurs macro, on commence à se demander à quel point on nous prend pour des cons. Souvenez-vous, la semaine dernière, on nous a annoncé 100 000 licenciements pour seulement le mois de janvier. Et là, le BLS s'apprête à nous sortir des non-farm payrolls bricolés, donc on peut quand même raisonnablement se demander à quoi on s'attend, et si on s'attend à un miracle. Les économistes, eux, ils ont déjà mis leur casque, ils sont déjà quasiment en position latérale de sécurité et ils sont prêts à encaisser un chiffre médiocre. Le consensus tape sur 70 000 créations d'emplois, mais avec 100 000 mecs qui sont sur le carreau en janvier, la déception semble déjà gravée dans le marbre. On s'attend même à voir le taux de chômage grimper, et pour rajouter une couche de stress, les ventes de détail publiées hier étaient flat, alors qu'on attendait une hausse de 0,4%. En clair, et pour faire simple, le consommateur américain est en train de fermer son portefeuille. Si on fait rapidement le calcul, confiance du consommateur au plus bas, vente en berne, licenciement massif digne de l'ère Lehman Brothers, additionnez tout ça et vous comprendrez que ça rigole pas du tout dans les chaumières américaines. Pourtant, dans une dimension parallèle, on a eu Scott Bessent il y a 2 semaines qui nous prédisait une croissance de 5,2%, le double des prévisions de Goldman Sachs. Et pour couronner le tout, Trump hier en remet une couche avec une déclaration dont il a le secret. Il a déclaré « On peut croître de 15% et même plus si Warsh fait le job. 15%. » On ne sait pas s'il parle sur une année, sur son mandat, ou si sur les 25 prochaines années. Mais ce qui est sûr dans tout ça, c'est qu'il y a désormais 2 vérités. Celle des chiffres officiels, dont on doute, et celle du gouvernement, en qui on n'a aucune confiance. Si on fait le bilan de tout ça, on a un marché épuisé qui cherche désespérément une excuse pour grimper, mais qui se prend les pieds dans le tapis à chaque tentative. Les chiffres macro sont bizarres, mais ils pointent tous vers une faiblesse qui devrait forcer la main de la Fed. La probabilité d'une baisse des taux en mars est passée de 17 à 19%. Waouh, quel suspense! On sent bien que le marché est en train de miser tout sur un Fed put qui tarde à venir. Et pendant ce temps, les politiciens font leur show habituel, mais le marché obligataire, lui, ne rigole plus. On commence à sentir quelques tensions à ce niveau. Ajoutez à ça l'Iran, où on se demande sérieusement quand est-ce qu'ils vont finir par se tirer dessus pour de vrai. On sait pertinemment qu'aucun accord durable ne sortira de ces négociations. Les fondamentaux des boîtes ne sont pas encore au tapis, mais on arrive au bout d'un cycle. Une fois qu'on aura essoré la thématique de la mémoire dans les semi-conducteurs, il va quand même falloir que l'IA commence à cracher du cash sérieusement avant que tout le monde ne tombe en dépression nerveuse. Et on n'est pas sûr que la création de cash via l'intelligence artificielle, ça arrive là tout de suite. Du côté de l'Asie, ce matin, le Japon est fermé. Ils sont encore en train de cuver le résultat des élections. D'ailleurs, ils sont super contents, mais personne ne sait comment ils vont financer leur plan de relance avec une dette qui flirte quand même avec les 250% du PIB. Une chose après l'autre, bien sûr, d'abord, on range les cotillons, on nettoie les décorations et on verra plus tard comment est-ce qu'on va faire pour payer l'addition. En Chine, c'est pas plus brillant, l'inflation confirme que la demande intérieure est au fond du bac, les prix à la production restent en déflation, ce qui veut dire des marges qui fondent comme neige au soleil pour les entreprises. Donc pour l'instant, Pékin a beau injecter du soutien, la machine refuse de décoller et c'est un peu le message qu'on entend en Chine depuis des semaines et des semaines. Et puis alors autrement, du côté IA, de nouveau, hier on a assisté à un véritable massacre sur le secteur de la gestion de fortune. La faute à qui? Eh bien à une fintech américaine qui s'appelle Altruist. Ils ont balancé un nouvel outil d'intelligence artificielle capable de personnaliser les stratégies d'investissement et d'automatiser toute la paperasse administrative pour les gérants de fortune, les conseillers financiers spécialisés. Le message du marché a été immédiat. L'IA arrive, barrez-vous. Même réflexion que sur les softwares l'autre jour. Donc Raymond James a pris cher, Charles Schwab s'est fait démonter, LPL Financial également, tout le monde s'est pris une baffe. Et en ce moment, le trade gagnant, c'est simple. Si l'IA peut faire ton job, le marché va vendre ton titre. Faites donc vos listes parce que la purge semble ne faire que commencer. Et puis en Europe, Kering tente le tout pour le tout. Le groupe a promis un retour à la croissance pour 2026. Et miracle, le marché a eu envie d'y croire, le titre s'est envolé, pourtant les chiffres de 2025 sont sanglants, hein. Bénéfices divisés par 10, Gucci qui bat de l'aile, c'est franchement moche. Mais pour l'instant, ils maintiennent le dividende pour faire bonne figure, et tout le monde attend le plan de redressement qui devrait être annoncé
en avril. C'est l'heure de vérité, soit ils transforment l'essai, soit le luxe va continuer de rimer avec trou d'air. À l'opposé, Ferrari roule plein gaz, profit record, chiffre d'affaires en hausse, BPA qui s'envole, la machine à cash de Maranello est increvable et ils viennent de présenter leur premier bébé 100% électrique, la Luce. L'intérieur est sublime, enfin c'est une question de goût, mais moi je trouve ça assez sympa, c'est du jamais vu. Mais bon, ça reste une voiture électrique, hein. Ferrari nous jure que les clients adorent. Moi, je reste sceptique. On n'achète pas une Ferrari pour entendre un bruit de sèche-cheveux, même s'il est gainé de cuir italien. Présentation officielle du véhicule en mars, on jugera sur pièce. Pour finir, gardez un œil sur l'agenda. Clairement, aujourd'hui, c'est le grand oral des NFP. Le consensus attend 70 000 emplois, mais les whisper numbers, les chiffres qui circulent sous le manteau, sont clairement plus bas. Ça sent donc la déception à plein nez. Côté boîte, Spotify a cassé la baraque avec un trimestre canonissime. Et ce soir, on attend Cisco au tournant. Et puis en Europe, on regardera les résultats de Total Energy, Siemens Energy, Schindler, Dassault Systèmes, Heineken et ABN AMRO. Bref, il y aura toujours du monde au balcon, mais c'est pas les plus sexy de la période. Bref, vous l'avez compris, entre les records de façade du Dow Jones, les chiffres de l'emploi qui ressemblent à de la cuisine créative et les voitures de sport qui font le bruit d'une Tesla, on vit une époque formidable. On cherche tous de la logique là où il n'y a peut-être que de la psychologie de masse, mais au final, que le S&P 500 explose ses 7000 points ou qu'il s'écroule sous le poids de sa propre fatigue, n'oubliez pas une chose, le marché a toujours raison. Je m'appelle Thomas Veillet, on appelle ça le Morning Bull et on se retrouve demain si le virus ne m'a pas encore une fois hacké d'ici là. En attendant, on s'abonne, on active la cloche, on like, on commente et on partage. Allez, bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.